on est à 2 ans de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, et soyez sincères, vous pensez qu'on est prêt? Non, aujourd'hui non. Clairement, quand on voit les enjeux, les besoins de recrutement, ne serait-ce que pour la partie de sécurité privée, parce que là, je pense que c'est un peu ce qui va, là où ça va jouer, même si je préférerais qu'on parle forcément du côté régalien et de l'engagement des policiers nationaux et parisiens sur cet événement. Forcément, il y a des enjeux aussi de sécurité privée, et quand on connaît aujourd'hui notre capacité à contrôler, parce que c'est ça le vrai sujet, les entreprises de sécurité privée et contrôler la qualité justement du recrutement. On a vu ce qui s'est passé pendant le Stade de France. Exactement, mais vous savez, ça a été débattu un peu lors de la loi sécurité globale. Il y avait un enjeu sur justement cette espèce de... Enfin, c'est un mot moderne que j'apprécie peu, mais c'est une réalité, le continuum de sécurité que tout le monde vend, qui va de la police nationale, en passant par la police municipale, à tous les acteurs de sécurité jusqu'aux sécurités privées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, une boîte de sécurité privée peut sous-traiter jusqu'à 6 ou 7 fois ses contrats. Donc imaginez le niveau de contrôle de la 7e entreprise qui est sous-traitée. Et c'est le vrai sujet. Et aujourd'hui, on a l'organe qui est en charge de ces contrôles, qui s'appelle le CNAPS, qui est, à mon sens, largement sous-dimensionné pour faire face justement à ce besoin de contrôle si on veut recruter 17 500 agents de sécurité privée, comme j'ai pu le lire hier. Oui, c'est ça, 17 500. Il y a un sacré job à faire autour de ça. On parle de 17 500 agents. On est bien d'accord, c'est les agents privés. Oui, oui. Et à côté de cela, vous avez les 11 000 policiers nationaux qui seront présents quotidiennement. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça, donc ça fait 28 000 personnes qui vont s'occuper de la sécurité. Mais il y a une question qui a été posée qui est effectivement la plus importante. Qui sont ces 17 500 agents privés? Ils ont quoi comme formation? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie pour s'occuper de la sécurité des Jeux Olympiques? Alors, il n'y a pas besoin de diplôme. En fait, il y a plutôt des interdits qui sont posés pour pouvoir prétendre à être agent de sécurité. Il ne faut pas avoir de casier. Et on a d'ailleurs la loi sécurité globale a élargi justement, on va dire, le spectre des délits qui venaient poser comme interdiction de pouvoir se présenter à un recrutement pour exercer un métier de sécurité. Après, monsieur là, représentant justement des métiers de sécurité, a parlé de formation. Je pense que c'est peut-être la clé. Je pense qu'on a énormément de retard par rapport à ça et on le voit malheureusement régulièrement, particulièrement dans les stades, parce que c'est là où en fait on s'aperçoit le plus de l'activité des agents de sécurité. Donc voilà, pour l'instant, qui ils sont, on ne sait pas vraiment, parce que de toute façon, ils ne sont pas recrutés. Mais de toute façon, ce qu'on sait, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, vulgairement, c'est donc les agents de sécurité, c'est les stadiers qu'on peut voir lorsqu'on va à un concert, lorsqu'on va à un match de football. Ok, Grégory Joron. Je partage, je pense qu'on est capable de le faire. Après, moi, je ne suis pas politologue, ni analyste, ni polémiste, pour le coup, mais juste un regard technique sur ce qui s'est passé au Stade de France, pour le coup, et le reproche que j'ai fait, moi, parce que je pense avoir été le seul secrétaire général d'une organisation à faire une dépêche AFP, où clairement j'ai pointé du doigt les responsabilités du préfet, parce que c'est le premier quand même acteur, quoi qu'on en dise, de la sécurité sur ce territoire, notamment la préfecture de police. Et c'est pas une nouveauté non plus, j'ai écrit assez souvent là-dessus. Je n'ai pas toujours été d'accord avec l'orientation du préfet de police, Didier Lallement, sur le maintien de l'ordre particulièrement. Et je pense qu'en fait c'était ça la plus grosse difficulté du Stade de France, c'est notre incapacité à changer de logiciel en cours de route. Le maintien de l'ordre, c'est une matière vivante. On a beau faire les plus jolis plans sur la table, globalement on ne sait jamais trop comment ça va se dérouler. Quand ça se déroule mal, en fait, il faut s'adapter. Et malheureusement, en fait, c'est tellement rigide et tellement vertical, fut un temps, qu'on était incapable de nous adapter. Et c'est ce qui s'est passé au Stade de France. C'est-à-dire qu'il y avait un dispo très, très dimensionné sur le service d'ordre en lui-même, et malheureusement très peu dimensionné sur la délinquance de voie publique. Alors qu'il y avait eu des alertes. Et pas le jour même, les jours précédents. Les services de renseignement avaient fait leur boulot, et ça avait été remonté. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas été préparé, et même... On peut se dire, c'est pas grave, on n'est pas préparé, on va s'adapter et réagir à la situation. Et malheureusement, cette réaction-là, elle n'a jamais eu lieu. Je rappelle que la France a organisé il n'y a pas si longtemps la COP21 sur Paris. C'était un énorme événement aussi, avec je ne sais pas combien de dizaines de chefs d'État qui sont venus. Ça a duré 21 jours, ou quasiment. Et il y a eu tous les policiers de France qui sont venus en renfort. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc on est capable d'organiser des grands événements. J'ai aucun doute là-dessus. Déjà sur l'engagement des policiers. Vous avez un individu qui a été interpellé des dizaines de fois. Qui a un CV judiciaire long comme le bras, qui est en situation irrégulière sur notre territoire et qui, depuis 1 an, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, si je comprends bien, la police fait son travail, mais il est toujours sur notre territoire. Donc, est-ce que le problème, c'est la justice? Grégory Joron. Je pense que ça ne peut pas être aussi binaire et aussi simple. J'essaie de résumer, bien sûr.
Non, mais il y a un vrai sujet sur, on le sait, sur l'éloignement. On a parlé des OQTF, ça occupe forcément l'espace depuis un petit moment. Malheureusement, et vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, ou en tout cas dit rapidement, si vous parlez aux magistrats, ils vont vous expliquer aussi la difficulté qu'ils ont par rapport à la politique pénale, parce que je veux bien qu'on fasse toujours aussi le procès de la justice en pensant aux juges rouges, etc. Bon, pourquoi pas, mais je pense qu'on a dépassé ça depuis longtemps. Complètement, c'est pas ce que je disais, hein, attention. C'est parce que je dis pas que vous disiez ça non plus, mais il y a peut-être une forme d'idéologie, c'est certain, c'est une réalité. Je suis pas sûr que ce soit majoritaire, ça aussi c'est une réalité. Et une fois qu'on a dit ça, il faut regarder, moi ce qui m'intéresse, c'est les politiques pénales. Et quand on regarde les politiques pénales, si on regarde ne serait-ce que la loi du 23 mars 2019 de Mme Belloubet, on comprend aussi des fois pourquoi on en est là. Quand on dit que la prison, par exemple, doit être l'exception et qu'on impose ça aux magistrats, il ne faut pas s'étonner que des fois, ils sont empêchés de pouvoir, malheureusement, prononcer des peines. Ça part de là. On ne s'étonne pas qu'à 19 ans, on ait 18 mentions sur son casier judiciaire. Aujourd'hui, on connaît la difficulté de la justice des mineurs, et quand vous discutez avec les procureurs particulièrement, ils vont vous expliquer le mal qu'ils ont. C'est quasiment impossible aujourd'hui de prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour un mineur qui fait l'objet, qui est auteur de délit. Et qu'est-ce que faisait ce garçon-là sur notre territoire? Pour finir là-dessus, je pense qu'on paye. Donc j'ai entendu ce matin aussi M. Darmanin sur RTL expliquer qu'il allait commencer à s'attaquer justement aux textes qui font qu'on est empêché, parce qu'en fait il y a une espèce d'imbroglio de foultitude de textes qui se mélangent, que ça part de la Cour européenne des droits de l'homme en passant par justement toutes les voies de recours qui existent, parce que malheureusement la question de l'éloignement des étrangers, il faut voir le nombre de recours qu'ils sont en capacité de pouvoir faire, et aujourd'hui on en est, c'est une réalité, ça a été dit d'ailleurs hier sur un autre plateau, et c'est vrai, on en est au fait que par exemple s'ils ne veulent pas se prêter à un test PCR pour monter dans l'avion, il reste pas dedans. Donc je veux dire, voilà, nous les policiers, on est prêts à faire le travail, il n'y a pas de sujet. D'ailleurs les CRA ont été très longtemps surchargés et en surpopulation. Malheureusement, il y a la réalité aussi des voies de recours. Et je pense qu'en fait, on est dans un état de droit, c'est très bien. Malheureusement, tout comme la justice, et on en parlera peut-être après, je crois qu'on a un peu déséquilibré le droit à la défense par rapport à celui et des victimes et à la protection de la société. On parle souvent d'une partie de l'immigration. Il faut faire attention à ce qu'on dit, bien sûr. Mais il y a un lien qui peut être fait entre une partie de l'immigration et l'insécurité. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez pu relater cela? Moi, ce que je relate surtout, c'est qu'il y a une espèce d'asymétrie entre la volonté, en effet, affichée de lutter contre l'immigration illégale, et je peux vous assurer que le déploiement de force et l'énergie qui est consacrée sur divers points du territoire, que ce soit à la frontière italienne ou espagnole, où on le voit à Calais, où on a des dizaines de forces mobiles qui sont engagées pour lutter contre l'immigration illégale. Je pense en effet que la première entrée, ça reste l'immigration légale, et ce qui fait qu'on est dans cette situation-là, surtout si on fait le lien justement avec la difficulté qu'on a d'éloigner les gens une fois qu'ils ne sont plus légalement en France. Donc il faut regarder les choses en face. On est complètement démunis, encore une fois, en termes d'outils légaux, clairement, pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Alors moi, je suis partagé, forcément, parce que partagé par l'histoire de notre pays, puisqu'on a toujours été une terre d'asile, affichée, assumée. Voilà, je ne veux pas faire ni de philosophie ni d'histoire, j'ai pas le niveau, rassurez-vous. Mais bon, voilà, on parle aussi voilà, de la France des Lumières et de ce qu'on représente. Et aujourd'hui, notre incapacité, malheureusement, à pouvoir absorber tout ça, parce que c'est une réalité économiquement, au niveau de l'enjeu de sécurité, c'est aussi une vérité. Je ne ferai pas de raccourci, moi, maladroit, entre forcément immigration et délinquance. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut faire forcément très attention. On a un vrai enjeu. On en parle malheureusement des fois, mais pas assez, sur les mineurs non accompagnés. C'est exactement à peu près la même galère que pour les obligations de quitter le territoire. On est complètement démunis face à ça. Et là, pour le coup, on est démunis, c'est que c'est interdit. Voilà. Et là, pour le coup, il y a un vrai lien entre malheureusement une forme de délinquance de rue parce qu'on ne les accueille pas correctement, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, et surtout certains ne sont pas mineurs. Lorsqu'on interpelle 40 fois, 50 fois le même individu, qu'il nous rit au nez, que le lendemain il est dans la rue et qui commet les mêmes méfaits, on n'en peut plus. Donc comment vous arriverez à renouer ce lien entre la police et la justice? Est-ce que vous êtes sur la même barque?
Je pense qu'on est sur la même barque, mais bon, ça c'est pas... Vous n'avez pas le choix. Voilà, oui, vous n'avez pas le choix. C'est les piliers régaliens de notre société. Je pense qu'il faut justement éviter, peut-être, moi déjà je m'offusque quand on dit que la police tue, par exemple. Je pense que quand on essentialise des choses comme ça rend pas service au débat, ni opposition qu'on peut tenir après. Et ce qui me gêne d'ailleurs, c'est plutôt les postures de façade, et puis après, les réunions où finalement on ne tient pas vraiment les mêmes positions en interne. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc moi, je me permets jamais ce genre de choses. D'ailleurs, la manifestation dont vous faites référence, c'est moi qui ai ouvert le bal et qui a parlé en premier. J'ai toujours dit, et je l'assume aujourd'hui encore, de dire que la police et la justice, ils doivent travailler côte à côte et pas de dos à dos. Autrement, on n'y arrivera pas, et ça ne pas rendre service finalement aux citoyens, parce que je pense que c'est un peu le but du jeu, et j'espère que c'est la volonté, et j'ai pas de doute là-dessus, de M. Dupond-Moretti. Hier, j'étais à Vendôme, forcément, pour cette réunion. Réunion un peu surprise pour le coup, parce que je pense qu'on allait parler du bilan des États généraux. Et en fait, il est venu nous demander comment on pouvait faire pour travailler ensemble sur la simplification de la procédure pénale. Donc on n'était pas vraiment prêt techniquement, même si ça fait quelques temps qu'on bosse dessus, nous, par rapport au niveau de la sécurité et aux enjeux que représente justement cette difficulté de procédure pénale. Donc on va se revoir en septembre. D'ici là, on fera des propositions. Juste dire un mot sur la barque républicaine et sur justement, est-ce que le problème de la police, c'est la justice? Encore une fois, moi je ne pense pas. Je lui ai dit très librement hier que par contre j'ai une difficulté en effet avec malheureusement le fait que ce pilier régalien ait souffert exactement des mêmes maux que la police, avec un abandon total en termes de budget, en termes d'effectifs, en termes de matériel, et surtout, comme les policiers, en termes de divers politiques qui se sont empilés et qui font qu'aujourd'hui, les agents, qu'ils soient magistrats, greffiers ou autres, en tout cas les auxiliaires de justice et les policiers encore aujourd'hui, ont une perte de sens totale dans leur métier. Et ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire parce que finalement, ils ont l'impression d'être submergés partout. Et si vous regardez bien et vous lisez les 250 pages, particulièrement sur l'aspect de justice, le constat est très clair. On a une justice qui est à bout de souffle, qui est épuisée et qui est au bord du gouffre. Ça, c'est la réalité. Donc maintenant, comment on fait, en effet, pour faire fonctionner les deux, ce couple-là ensemble? Parce que, pardon, je finis juste, on a l'impression, avec un regard partisan, que les policiers pédalent un peu plus vite que, malheureusement, que la police pédale un peu plus vite que la justice. Avec le Tour de France, c'est fini. Le Tour de France vient de se finir. Et si on veut être efficace, il va falloir être sur le même vélo, sur un tandem où on pédale exactement la même vitesse. La circulaire de Mme Belloubet vient vraiment poser le fait que la prison doit être l'exception et qu'on doit rechercher une peine alternative. C'est la difficulté du bilan que j'ai posé, et c'est ce que j'ai dit librement hier, encore une fois, ministre, je le répète, c'est important parce que je lui ai simplement dit à un moment donné, vous allez construire des places de prison, très bien. Vous allez travailler sur l'insertion, c'est une bonne chose, pourquoi pas, il faut aussi y réfléchir et c'est important. On va travailler sur la simplification de la procédure pénale, très bien, sauf que ce temps-là, c'est à 3 ou 4 ans, je veux dire, il ne faut pas rêver. Une prison, c'est 10 ans pour la construire. Et malheureusement, moi, je lui ai demandé simplement d'avoir une action qui soit lisible, parce que 73% des citoyens aujourd'hui estiment que la justice fonctionne mal. Oui, on en a parlé hier. C'est terminé. Il va falloir avoir une action claire.